donc les services hospitaliers, les services de pédopsychiatrie, les CAMS, les RASED, les opérations, les actions de soutien et d'écoute à la parentalité. Attention, j'entends par là celle de la circulaire de 2001 et pas celle de M. Bockel. Et puis ces pratiques innovantes qui ne le sont plus car elles sont là depuis plus d'une trentaine d'années, les musiciens, l'hôpital dans les salles d'attente, les actions autour de l'art et de la culture, les médiateurs familiaux, les infirmières dans les écoles, les points info jeunes, les groupes de parole sur la sexualité pour les enfants, etc. Le troisième registre de cette prévention prévenante est celui de l'aide psychologique lors des accidents de la vie. Il y a des situations graves que la vie impose parfois, accidents, décès, handicap, maladie grave, violence, maltraitance. Eh bien, si l'on met en place des possibilités d'accueil, de parole, de rencontres entre professionnels et familles, entre famille et famille, sur le terrain, cela permet, selon le cas, ce que disent les gens, de ne pas sombrer, de tenir le coup pour les autres enfants. Bien, ils disent aussi que ça leur permet de continuer à avancer, parfois de retrouver l'espoir, le sens ou le goût de vivre. Vous savez qu'il y a, par exemple en France, des actions d'accompagnement des parents lors du décès d'un bébé, hein, d'accompagnement autour du diagnostic de handicap de l'enfant, etc. Vous voyez qu'il s'agit là d'une prévention qui est tournée vers le soutien d'une possibilité de réaliser, de penser ce qui arrive, hein, et puis de partager avec d'autres et d'avancer. Voilà. Je conclus, comme on me le demande, effectivement, par un tout petit rappel. Il est clair que cette prévention de type mécanique que nous tentons de freiner dans ce pays, eh bien, elle est tendance dans un contexte où il faut faire vite, où on espère faire pas cher et en masse. Je voudrais juste rappeler qu'il s'agit d'enfants, que les enfants sont des ralentisseurs humanisants, parce qu'ils réclament de la profondeur et du sens. Ils réclament de l'intimité, de la proximité, de la finesse, du un par un. Et parce qu'ils ne marchent pas comme les grands, ils nous offrent effectivement la possibilité de nous souvenir qu'il y a le temps, l'espace, et que l'enfance n'est pas rétrécissable. Voilà, je vous remercie de votre attention et de nous avoir écoutés aussi patiemment. J'ai des questions. Bien sûr, Gaëlle Garnala-Clivy, je suis journaliste au magazine Parents. Je m'occupe de la rubrique Société Mode de vie. Je vais essayer d'être claire, de faire attention aux mots que je vais employer, parce que je sais que les mots sont très connotés, et comme on est toujours idéologue ou dogmatique d'un autre. Monsieur Missonnier, alors il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que vous avez dit. J'attendais depuis le début de votre intervention l'entretien du 4e mois. Il est arrivé. Je voulais savoir, est-ce que c'est la dimension psychosociale du débat de l'entretien du 4e mois qui vous a heurté? Parce que moi, il y a quelque chose ce débat, je le trouve absolument passionnant, et il y a quelque chose qui m'a dérangé, pas tant dans votre intervention que dans le débat. J'entends bien que la plupart des parents sont suffisamment bons, vont être suffisamment bons, sont bien intentionnés, et que ça va bien se passer. Mais
on ne peut pas nier aussi qu'il y a des familles où ça va mal se passer, où il va y avoir de la maltraitance pour des raisons, pour des tas de raisons possibles et imaginables, que des mères vont avoir des difficultés de lien à leur enfant, qu'elles vont certainement être dans une fragilité psychique, dans des difficultés économiques. Est-ce que rechercher ces fragilités-là et ces difficultés-là, c'est être dans la stigmatisation? C'est ça que moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre dans ce débat-là, c'est que je me suis demandé, mais à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas dans la négation d'une réalité? Est-ce qu'on n'était pas là aussi dans la prévention? J'ai pas compris en fait la levée de bouclier à ce moment-là. Enfin, ça c'était ma première question, si vous voulez. Oui. Alors, effectivement, il faudrait qu'on rentre sans doute dans le détail très fin des différences subtiles entre ce que peut-être on appelle bienveillante, sage-femme, qui d'abord et surtout est dans la salutation respectueuse de la vie qui se profile à l'horizon et de deux êtres qui ont décidé ou pas de s'engager dans cette voie. Ce que je veux souligner, c'est qu'il faut vraiment beaucoup d'acuité pour différencier ce qu'il en est de cet environnement bienveillant qui sera un soutien dynamique de ce qu'il en est du processus de parentalité dans sa complexité au tout départ et de ce que sera une attitude paternaliste dans une forme d'emprise vérificatrice où il s'agira pour l'apprenti parent de montrer par exemple, c'est-à-dire d'être dans un rapport à l'autre où il y en a un qui est détenteur de savoir, qui a une connaissance nette et sans bavure de ce qu'il en est que les chemins qui mènent à Rome, sous-entendu il n'y en a pas plusieurs, il y a d'abord et surtout celui qui est en tête, et qui sera donc très rapidement un redresseur de tort et un détenteur d'une représentation de la normalité et de la normalisation. Et on peut très bien imaginer que pour un certain nombre de parents qui sont dans vraiment les prémices de ce grand chantier que représente le processus de parentalité, ces infimes différences-là, quand nous en parlons comme ça entre nous, puissent avoir un impact redoutable de fait au quotidien de l'intimité de la relation. Mais effectivement, là, je crois qu'on quitte les grandes démonstrations pour aller au cœur de ce qu'il en est, de ce que vous sentiriez très aisément si on avait beaucoup de temps et que nous travaillions ensemble la vidéo d'un entretien avec une sage-femme qui est dans cette forme de bienveillance soutenante et constructive, quoi qu'il en soit, et le quoi qu'il en soit est fondamental, et ce qu'il en sera de quelqu'un qui sera d'emblée, et dès la poignée de main, si j'ose dire, dès la façon d'inviter l'autre à s'asseoir, qui sera dans quelque chose qui sera vérificateur. Es-tu un citoyen à la mesure de tes ambitions? Pourrais-tu, s'il te plaît, décliner les compétences parentales qui vont me faire dire, moi, détenteur d'une autorité suprême, que tu es ou non dans les règles du jeu dont je suis auteur-compositeur. Je pense que si on regardait ensemble des bandes vidéo diverses, je suis convaincu qu'on tomberait assez d'accord sur ce qui est l'un et ce qui est l'autre, parce que, bon. Il y a justement, très précisément, le guide. Ensuite, on a là le guide le draft de cet entretien. Ce que je peux vous dire très brièvement, c'est qu'il y a eu un débat dans un département en France, un conseil général, où il y a un travail par des sages-femmes de PMI depuis toujours à domicile auprès d'un certain nombre de femmes, et que elle disait, mais l'entretien du 4e mois, nous, on le mène tout au long de l'accompagnement que l'on a avec ces femmes. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment donné où nous faisons un entretien, questionnaire, interrogatoire, mais voilà. Et à ce moment-là, arrive une proposition dans le groupe de travail qui est un mémento de réalisation de l'entretien précoce. C'était en 2005-2006, au moment où il y avait ce débat. Alors, je vous donne un exemple du retournement complet de la vision et des effets de la prévention telle qu'elle était proposée. Vous aviez là un questionnaire que la sage-femme aurait dû remplir, où vous aviez
caractéristiques maternelles, état psychologique de la mère, vécu des grossesses et des accouchements antérieurs, relation prénatale mère-enfant. Relation prénatale mère-enfant. Après, il y a sur le couple, structure et fonctionnement du couple, vécu des parents, conditions d'emploi, et à chaque fois, il y a des sous-items. Et les sages-femmes étaient invitées à classer les réponses des femmes en 3 catégories: force, vulnérabilité, risque. Je vous donne un exemple. C'est comme pour les cadres en entreprise. Je vous donne un exemple. Les plus, les moins, les plus. Voilà. Dans l'état psychologique de la mère, capacité parentale auto-estimée. Donc, il s'agissait pour la sage-femme d'évaluer à partir de l'échange et des propos avec la mère quelle était, selon la sage-femme, la capacité parentale auto-estimée par la mère. Soit elle avait confiance dans sa capacité, et c'était une force, soit elle doutait de ses capacités, c'était une vulnérabilité, soit elle se percevait comme un mauvais parent actuel ou potentiel, c'était un risque. Vous aviez, par exemple, sur le vécu des grossesses ou des accouchements antérieurs, soit il était positif, vous voyez dans la vie c'est ou positif ou négatif, hein. Soit il était insatisfaisant ou il y avait un accouchement traumatique dans l'entourage. Bon, pourquoi dans l'entourage? Qu'est-ce que c'est? Soit il était traumatisant, donc voilà. Voilà un petit peu, alors il y en a 4 pages comme ça, et il y a 50 items. Voilà un petit peu si vous voulez, voilà un petit peu si vous voulez, quand on essaye d'illustrer de quoi il s'agit dans ce débat. Ça n'est pas un débat purement idéologique, bien qu'il y a sûrement des sous-bassements idéologiques, c'est une vision complète de ce qu'est l'accès à la parentalité, de ce qu'est la symbolisation, de ce qu'est la transmission. Et là, tout ça est totalement objectivé, comme si on était en train, si vous voulez, de classer des boulons en fonction de leur taille dans des boîtes. Donc voilà un petit peu un exemple là-dessus. Et pour les enfants à l'école, j'en ai 3 autres là sous la main. Pareil, à 3 ans, une échelle d'évaluation du comportement par les enseignants, c'est pareil, en classe de 1 à 3, est-ce qu'il manque de confiance en lui, un enfant de 3 ans, est-ce qu'il pense qu'il pourra réussir, un enfant de 3 ans, etc. etc. Donc on voit là un petit peu ces conceptions, et ce sont effectivement des conceptions qui renvoient, plusieurs choses ont été abordées dans le débat, qui renvoient à une vision du développement des enfants que l'on pourrait anticiper, mais dans le mauvais sens du terme, anticiper dans le sens prédire, et à partir d'un certain nombre d'items qu'on connaîtrait à l'avance. Tout à l'heure, vous disiez des femmes fragiles. Le problème, c'est que certaines études montrent que des femmes que personne n'aurait dit fragiles, on peut les retrouver dans des situations d'infanticide précoce. Donc, personne n'avait repéré que ces femmes étaient fragiles avec ce type d'outils. Donc, peut-être qu'avec les moyens en maternité, pour que les sages-femmes, pour que les professionnels, non pas pour que les femmes soient éjectées le 2e jour après la naissance, mais qu'elles continuent à rencontrer un accompagnement au moment où se met en place l'allaitement, au moment où c'est la première reconnaissance mutuelle entre elles et le bébé, reconnaissance dans le réel, hein, entre elles et le bébé, et ces moments se font injecter. Et on pense qu'avec des outils comme ça, on va prévenir des situations potentiellement traumatisantes. Je crois qu'on fait vraiment totalement fausse route et qu'on donne une fausse sécurité aux professionnels, soit c'est plus difficile de se former et en permanence de questionner des pratiques. Ça demande des moyens, ça demande de la formation, ça demande du temps. Et aujourd'hui, on est dans des perspectives à l'hôpital, par exemple, où tout ça est totalement remis en cause. Voilà. On pourrait revenir un petit peu aussi ensuite sur, je vais laisser la question, mais sur la dimension très idéologique de ces programmes. Merci. Bonjour, Christine Chieu, moi je suis rédactrice en chef de la revue des métiers de la petite enfance. Je fais moi-même beaucoup de formation et d'accompagnement des équipes au niveau des crèches, les petits accueils. Ma question se tourne vers la formation justement, où on se trouve confronté à des réponses de professionnels qui cherchent aussi cette normalisation, qui cherchent à avoir des réponses un peu rassurantes parce que ça demande effectivement beaucoup de moyens et beaucoup d'énergie, et que quand on essaye de creuser un peu ça, on s'aperçoit que le parent est très stéréotypé en fait, et que s'il ne rentre pas dans ces normes, dans ces cases, elle ou il, parce qu'il y a quelques-uns aussi, ne savent pas trop quoi en faire en fait. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les outils au niveau de la formation pour accompagner ça. Et donc il y a beaucoup d'équipes qui sont en grande difficulté aujourd'hui.
Donc la normalisation, tout ça, enfin, tout ce que vous avez défendu bien évidemment, hein, on le revendique et au métier d'assistant en France, on est les premiers effectivement à le revendiquer, mais moi ce qui me soucie c'est la réalité du terrain, quand on rentre vraiment sur le terrain avec le décret, enfin ce passage de décret par exemple du mois de juin qui sert d'alibi maintenant en disant on ne peut pas faire autrement. Je travaille depuis des années sur les 12 violences, hein, je suis auteur de plusieurs livres et je me rends compte qu'au départ, les personnes me répondaient en me disant on ne s'est jamais posé la question, on a toujours fait comme ça, et qu'aujourd'hui on en est à on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, mon attitude elle est vraiment là, et je pense qu'au niveau de la formation, il y a quelque chose à creuser aussi. C'est clair. Néanmoins, c'est pour ça que ce forum, c'est que quand même, ça va être très important, et aussi on va vous demander de nous relayer autant que possible avec vos moyens. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas faire un colloque. Nous allons permettre aux actions de venir exposer, hein, avec des stands, avec leurs documents, avec des posters, ce qu'ils font, et s'exposer à la confrontation et à l'échange avec les autres. De telle sorte que, d'une part, les acteurs de terrain puissent expliciter leurs pratiques, et d'autre part, s'enrichir les uns les autres des autres expériences. Car nous sommes sur le terrain témoins d'une énorme fragilisation des professionnels, des actions, des pratiques, et qu'il ne s'agit bien sûr pas de laisser ça en l'état. Donc c'est en cela que ces deux ouvrages, la sortie de ces ouvrages, c'est vraiment le temps 1 de notre année 2011-2012. Et ce manifeste, c'est le temps 1 de l'interpellation aux citoyens et aux politiques sur ce qu'ils vont faire pour tout ça. Je voulais répondre un tout petit peu aussi. C'est vrai que sur le terrain, par exemple, ce que je disais, il y a des professionnels, par exemple, dans le cadre des réseaux, et ils se trouvent confrontés à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment le sentiment d'être au plus près d'un enfant, à bonne distance de par leur formation, de ne pas intervenir ni trop tôt, ni trop tard, et toujours dans une coélaboration avec les parties prenantes. C'est vraiment le travail de terrain, mais c'est vrai aussi que si on multiplie le nombre d'interventions, ou si on impose quelque chose, il faut un grand pouvoir de résistance pour dire non. Je vais continuer à faire ce travail parce que je sais que c'est le seul efficace sur le long terme, ça c'est vrai, hein, tous ces protocoles plaqués, c'est pas des sujets, ce sont des sujets statistiques, donc ça n'a pas de sens, mais c'est vrai qu'il faut un très grand pouvoir de résistance et que c'est bien qu'ils soient accompagnés dans ce travail qui n'est pas facile, hein, de résister sur le terrain, c'est pas facile. Liliane Chalon pour Enfance majuscule, mais je suis en même temps inspectrice de l'éducation nationale. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de prévention précoce et je suis étonnée que dans votre forum, vous n'ayez pas non plus la question de quelle stratégie pédagogique à l'intérieur de l'école, notamment à l'école maternelle. Si, c'est prévu. Ah bon, parce que vous ne l'avez pas cité. J'ai essayé de faire parce que, bon, moi je défends, là je suis en train d'écrire un livre sur devenir élève à l'école maternelle, avec comme repère d'un côté Korchak et de l'autre côté Jacqueline. Je défends la question de l'estime de soi, des cahiers de réussite, de l'atelier philo. En revanche, j'ai été gênée par votre premier texte sur zéro conduite parce que j'étais à ce moment-là confrontée dans un certain nombre d'écoles, dans des classes de petite section, avec des enfants de 3 ans, parfois dans des classes un peu plus âgées, avec des enfants plus âgés, mais des enfants totalement, il ne s'agit pas de faire là, de mettre en place des protocoles de repérage. On avait des enfants totalement déstructurés, qui
qui ravageaient la classe et pour lesquels on n'arrivait pas à avoir de prise en charge. Et une prise en charge précoce de ces enfants-là, on sait, et j'ai l'expérience quand j'étais à la Île-et-Rose au Kremlin 17 avec un réseau d'aide formidable, que des enfants qui avaient été pris en charge précocement à l'âge de 3 ans pouvaient arriver en CP à une scolarité tout à fait banale et réussie. Voilà, alors donc je trouve qu'il y a une ambiguïté dans votre... qu'il y avait une ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas s'occuper des enfants. On a juste dit qu'on ne peut pas rabattre la question de la prévention sur le dépistage, ni rabattre le dépistage sur le repérage. Et on a dit d'emblée, c'est les premières publications et même les premières interviews, on a dit d'emblée que les enfants en difficulté bruyante étaient très facilement repérés par tous les gens qui les entouraient, qu'à mettre le spot comme ça sur les difficultés bruyantes, on jetait l'ombre sur les difficultés silencieuses des enfants en souffrance calme, hein, et on a dit que le problème, c'était pas tant le dépistage que la prise en charge des difficultés, et qu'on avait en France une diminution vraiment tout à fait inquiétante, hein, et pas depuis 5 ans, depuis une quinzaine d'années, des moyens de répondre aux appels que nous font les familles, les professionnels de première ligne auprès des enfants. Et c'est clair. Alors, être là, promouvoir du repérage de masse. On n'a pas les moyens de toute façon de le faire, alors je veux dire, c'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. Parce que les techniques qui sont vendues, qui sont en vente en France actuellement, ce sont des techniques qui se vendent au prétexte que c'est rapide, pas cher. Ce sont des techniques qui se vantent de pouvoir faire du dépistage avec des outils en groupe et qui prennent moins de 30 minutes. Hein, je peux vous lire des extraits, c'est écrit dans le... jamais vu. C'est pas arrivé partout, mais sachez que quand même c'est de ça qu'il s'agit. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et on en appelle à des moyens pour aider les enfants et des moyens pour prévenir. Il faut les deux. Il y a plein d'enfants en difficulté qui ne sont pas en charge. Ah oui, c'est Ça, Je vais répondre rapidement, parce que ça va tout à fait. Cet enfant-là, bruyant, apparemment dans une pathologie, je veux dire, même là, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps parce qu'il faut que quelque chose de l'ordre de la confiance s'installe entre la famille et l'enfant pour que la mise en place de quelque chose puisse durer, être compris et que les parents puissent mettre du sens entre des symptômes comme ça bruyants et quelque chose d'un ordre, quelque chose d'un fonctionnement psychologique difficile ou d'un moment difficile. Je veux dire que ça demande du temps et je veux dire que là encore, même si c'est bruyant, il n'y aura pas la même réponse forcément pour cet enfant-là et un autre enfant. Donc il faut l'écouter, il faut rencontrer la famille, éventuellement proposer à la famille d'aller le voir en classe. Enfin, je pense que vous le connaissez. Et c'est ça qui doit se défendre. Parce que sinon, on rate. Et je pense au protocole très court, par exemple les troubles spécifiques des apprentissages. Si, par exemple, l'enfant joue une certaine épreuve, on va mettre un protocole d'apprentissage en place. Mais l'échec ne peut pas forcément être dû à la même chose pour tous les enfants. Donc on fait des corps. C'est là la difficulté et c'est là, il me semble, sur quoi il faut essayer de lutter. Enfin, je peux ajouter que la critique que vous présentez, c'est ce qui nous a été effectivement opposé par les tenants du dépistage précoce et non pas du dépistage et de la prévention vis-à-vis des enfants en difficulté, mais du dépistage des futurs délinquants. Parce que c'est ça que, si vous relisez notre appel de 2006, nous avons bien dit il faut une palette thérapeutique la plus large pour aider les enfants. C'est écrit tel quel dans le... Mais pour aller plus loin et pour comprendre à quoi nous avons affaire avec les différents éléments dont nous avons parlé. Ces méthodes nous viennent bien souvent d'outre-Atlantique et ces programmes de prévention de la santé, souvent du Québec.
Il y a un spécialiste au Québec, Richard Tremblay, qui est mondialement connu pour les études longitudinales qu'il a produites sur la question. Il a fait un livre de 300 pages en France, Prévenir la violence dès la petite enfance. Dans ce livre de 300 pages, il ne parle, vous le liriez, vous seriez assez étonné, mais il parle des enfants violents sur 285 pages. Et puis, au détour d'une page, il cite une étude néo-zélandaise dans laquelle les enfants agités à 3 ans avaient 4,5 fois plus de chances d'être condamnés à 21 ans. Et puis un des résultats les plus surprenants est que les garçons les plus timides, donc il parle des enfants inhibés, étaient 5,7 fois plus à risque d'avoir été condamnés pour crimes violents à 21 ans. Mais il ne fait pas un bouquin sur comment est-ce qu'on aide les enfants en difficulté quand ils sont petits. Il fait un bouquin sur comment prévenir la violence dès la petite enfance, où il ne parle que des enfants, ceux dont vous nous avez parlé. C'est-à-dire que là, il y a une distorsion complète à 2 niveaux. Premièrement, de considérer qu'un tout petit de 2 ans ou 3 ans, quand il est violent, quand il vole un cube, demain, il fera un casse. Et deuxièmement, un risque très grave, un deuxième risque très grave qui a été cité par Sylvain Missonnier, qui est qu'à partir du moment où on colle à un enfant l'idée qu'il va devenir quelque chose, eh bien, les pédagogues sont les premiers à nous dire qu'ils risquent de se conformer à cette idée qu'on en a de lui. Et troisième chose, on oublie ces enfants inhibés qui, d'après cette étude de 1996, ont encore plus de chances de finir, entre guillemets, délinquants si on ne s'occupe pas de les aider. Donc tout ça est très très intéressant à mon sens, sur le fait que nous avons affaire à des pseudo-scientifiques qui ne regardent pas l'ensemble de la réalité, mais seulement une partie de la réalité pour laquelle ils entendent promouvoir un certain nombre d'outils, ou qui les a marqués, ou qui les a frappés peut-être dans leur petite enfance, c'est possible. Et en tout cas, et qui fait qu'aujourd'hui, la même chose si vous regardez l'expertise de l'INSERM de 2009 dont je parlais tout à l'heure, on nous parle de 2 programmes à l'école, 2 programmes à promouvoir pour la santé mentale à l'école. Le premier, le programme Mieux vivre ensemble dès l'école maternelle, et il est dit, ce programme d'origine nord-américaine a été conçu pour lutter contre la violence et non spécifiquement pour promouvoir la santé mentale, mais on nous le vend ici comme un programme de promotion de la santé mentale, et ça serait intéressant de regarder d'ailleurs les items. Et un autre programme, I Can Do, voilà, également d'origine nord-américaine. Le programme Mieux vivre ensemble dès l'école maternelle, c'est un programme rédigé par Jacques Fortin. Non, repris par Jacques Fortin d'un programme québécois, c'est écrit dans cette expertise. Oui, mais bon, alors je connais particulièrement bien le programme Mieux vivre ensemble dès l'école maternelle, qui n'est pas un programme de lutte contre la délinquance, mais qui développe un certain nombre de compétences chez les élèves, l'estime de soi, la collaboration. Voilà, donc on peut faire dire aussi... Vous avez le questionnaire Mieux vivre ensemble à l'école. Quand vous mettez un enfant de 7 ans, je crois, ou 8 ans, je ne sais plus, devant un questionnaire où on lui demande, excusez-moi, que je retrouve l'item, c'est un questionnaire. Si, bah écoutez, je l'ai là, je peux vous le passer, il n'y a aucun problème, c'est un questionnaire qui a été fait à l'UFM depuis Dôme pour la mise en place de ce « Es-tu content de ce que tu es ?» Un enfant face à lui-même. Es-tu content de ce que tu es? Souvent, des fois, rarement, jamais. Est-ce que tu penses que... trouves-tu que les élèves te respectent dans cette école? Trouves-tu que les adultes te respectent? Est-ce que tu fais confiance aux maîtres, aux maîtresses de ton école? À quelle école tu te sens bien? Comment t'entends-tu avec ton maître, ta maîtresse? On met les enfants face à des situations... L'air de rien, on ne se rend même pas compte, je crois, qu'on met les enfants face à des situations très compliquées, des situations de porte-à-faux vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres, quand on leur demande comme ça, même de façon anonyme, de porter des jugements sur ce qu'ils sont, ou sur ce que sont les autres, sur ce qu'on pense d'eux, etc., et ils ne sont absolument pas accompagnés. Donc si vous voulez, à partir de probablement d'excellentes intentions, parce que nous ne remettons pas en cause les intentions des personnes qui produisent ces outils, on peut mettre de la dynamite dans la main de jeunes enfants, et c'est ça sur lequel nous souhaitons alerter, non pas pour dire qu'il ne faut rien faire, mais pour dire que probablement, ça n'est pas cette voie-là qui est la meilleure à emprunter. Dans le programme qu'il est publié aux éditions Hachette, il n'y a pas toutes ces questions-là. Mais on n'a jamais les outils, on ne nous montre pas les outils. Quand on arrive à voir les outils, on voit l'écart qu'il y a.
qu'il y a entre l'intention et les outils. La même chose pour les amis de Zippy, je peux vous donner exactement la même chose. Le programme Mieux vivre ensemble, il est publié par Jacques Fortin dans le livre chez Hachette, c'est l'outil et lui seul. Le support, c'est des textes de littérature de jeunesse avec des activités dans les disciplines très diverses. C'est pas accompagné par des grilles de questionnaires à destination des enfants. Et il existe un certain nombre d'autres programmes québécois sur le développement de l'estime de soi, donc qui ne sont pas des programmes formatés. J'ai retrouvé aussi sur un site québécois, par exemple, les 98 façons de dire à un enfant c'est très bien. Bon, voilà, par exemple. Apprendre à vivre ensemble à l'école, je ne l'ai pas produit moi-même. Je voulais quand même dire un mot en faisant le lien par rapport à vos deux interventions. Oui, il y a un lien, tout à fait. Est-ce que vous avez dit justement qu'il y a une demande, en quelque sorte, dans le cadre de la formation, parce que c'est plus rassurant? Je crois que c'est très important, parce qu'effectivement, c'est la question de la simplification d'une pensée complexe. Et, la clinique, c'est la clinique, je veux dire, dans la prise en charge, dans le soin, tout simplement, le soin, d'ailleurs, le soin médical d'une certaine façon, le soin psychologique, ou la prévention pédagogique, la plupart du temps, en tout cas, c'est complexe. C'est complexe. Je vais vous donner un exemple, puisque je suis tombé sur un travail qui est publié dans le Journal international de médecine, apparemment fort impact factor, revue sérieuse et autres, qui met en évidence, n'est-ce pas, une corrélation forte entre la fréquence des maladies mentales et les inégalités sociales. Bon, alors on pourrait, par exemple, je ne vais pas détailler, mais on pourrait par exemple dire, effectivement, à ce moment-là, les maladies mentales sont sociales. Ça serait l'exemple même si on doit prendre en compte ce facteur-là, l'exemple même d'une simplification d'une pensée complexe. Alors, justement, mais si vous voulez, à l'heure actuelle, on a la promotion d'un certain nombre d'outils, d'instruments, de diagnostic et de traitement, c'est-à-dire on ne nie pas les souffrances psychiques et sociales, pas davantage au niveau de la folie, de la psychose adulte, pas davantage au niveau d'enfants agités ou hyperactifs, etc. C'est évident. La question, c'est savoir dans quel dispositif vous allez les prendre pour pouvoir les traiter. Et la promotion de ces outils qui viennent d'une culture anglo-saxonne, où d'ailleurs ils commencent à poser de très nombreux problèmes, n'est-ce pas? Eh bien, c'est, si vous voulez, qu'ils participent d'une part de ce qu'on appelle effectivement une prophétie autoréalisatrice, c'est l'effet Pygmalion. On produit ce que l'on était censé éviter, c'est un point important, Sylvain l'a évoqué, Pierre l'a aussi relevé tout à l'heure, et en même temps, on se donne une fausse illusion d'objectivité, ce que moi j'appelle l'objectivité pratico-formelle. C'est-à-dire, si vous voulez, ça va ensemble, mais ça ne veut pas dire que ça soit vrai pour autant. Donc, dans ce cas-là, on a l'impression, me semble-t-il, et si vous prenez ce qui a été à l'origine de Panzer Conduite, c'est quand même important de le rappeler, c'est non seulement ces items qui participaient de diagnostics, qui étaient des diagnostics issus d'une psychiatrie, d'une psychopathologie, d'une pédopsychiatrie anglo-saxonne, c'est-à-dire que cette expertise, si vous voulez, transgresser les principes éthiques et épistémologiques qui ont été au fondement des expertises collectives dans le champ de l'INSERM, institué en 1993 par Philippe Lazare, c'est-à-dire mobiliser l'ensemble des savoirs d'une communauté universitaire et pas seulement une partie, là il n'y avait vraiment qu'une partie. Et deuxièmement, c'était imputer, si vous voulez, ces souffrances à la charge des enfants en tant que le modèle qui en rendait compte, c'était essentiellement un modèle neurogénétique, c'est-à-dire des vulnérabilités génétiques plus ou moins activées par un environnement, produisant à ce moment-là, n'est-ce pas, un dysfonctionnement neurocognitif, lequel produisait des troubles du comportement émotionnel et social. Vous avez, et ce logiciel, vous le retrouvez aujourd'hui partout comme étant le logiciel dominant qui recompose toutes les psychopathologies, que ce soit de l'âge précoce, n'est-ce pas, jusqu'à la gériatrie en passant par la psychiatrie adulte. Et ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on peut se demander dans quelle mesure ce type d'instrument n'est pas en lui-même iatrogène, dans quelle mesure il ne donne pas l'illusion d'une objectivité réelle, alors que ce n'est pas une objectivité réelle, scientifiquement on peut en parler, on pourrait prendre des choses que je connais beaucoup mieux du côté de la psychiatrie adulte, la manière même dont on pose le diagnostic de dépression fait que ce diagnostic entre 1979 et 1996 a été forcé 7 fois plus souvent,
Ce qui ne veut pas dire qu'on a 7 fois plus de déprimés, mais qu'on a simplement des critères différents pour le porter. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que j'appelle l'objectivité formelle par rapport à une objectivité réelle. Et je pense que c'est un peu les questions que posent ces expertises et que pose, entre guillemets, si vous voulez, notre action. C'est-à-dire, évitons la simplification d'une pensée complexe. On est dans un champ où on ne sait pas beaucoup de choses. On ne peut pas mépriser les travaux de neurobiologie de comportement. On ne peut pas mépriser les travaux d'épigénétique de comportement. Ce sont des choses extrêmement précieuses. Mais à l'heure actuelle, on a l'impression que par contre, il y a un véritable mépris qui est essentiellement idéologique du savoir expert, profane des acteurs de terrain. Et ça, je crois qu'il est extrêmement important de le revaloriser par rapport à des savoirs qui seraient nobles et qui, dans notre champ, nous paraissent ou de l'illusion ou de l'imposture. En attendant, moi je trouve que la question que vous posez, c'est très juste de la poser. Parce que le problème de ces programmes, c'est que entre les mains de certains acteurs peuvent tout à fait être juste des prétextes à faire un certain travail avec les enfants. Quand vous me dites que ça passe par des textes de littérature, quand vous dites, on voit bien qu'avec le même outil, il peut y avoir ce type d'utilisation et puis celui-là. C'est ça qui est... Et c'est pour ça que c'est compliqué aussi pour nous. Hein. Et c'est l'introduction. Mes premiers mots, ça a été ça. Je vais passer là sur une joie. Les premiers mots que j'ai prononcés, c'est ça. C'est attention. On ne dit pas qu'il ne faut pas certains outils formalisés, qui étayent, sur lesquels des professionnels qui sont première ligne avec des enfants et des familles, avec ce que ça peut déclencher de tensions, de doutes, de questions, de stress, d'inquiétude, d'angoisse. Il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas, qu'il faut qu'ils arrivent comme ça, les mobiles, et qu'ils ont... voilà. Mais en même temps, on ne peut pas ignorer que certains outils, il y a ça dedans, et que leur origine, c'est, par exemple, Mieux vivre ensemble à l'école maternelle, c'est bien celui-là, a été conçu pour lutter contre la violence et non spécifiquement pour promouvoir la santé mentale. On est obligé, nous considérons que c'est l'INSERM, c'est le rapport INSERM sur la santé des enfants et des adolescents. Voilà, 2009. Vous voyez, on ne peut pas l'ignorer. Et nous sommes allés au Canada en mois de novembre pour travailler avec des professionnels sur ces questions depuis. Et au Canada, comme aux États-Unis, il y a une vraie interrogation actuellement, puisqu'ils ont un recul d'environ 25 ans d'utilisation, et qu'ils sont quand même très pondérés sur l'efficacité de tout ça. Pour donner un exemple de ce que nous avons entendu au Québec, nous avons rencontré des étudiants en travail social à l'université de Sherbrooke. Ils nous ont parlé d'un programme qui ressemble comme deux bouts de dos à un programme qui est en train de se mettre en place en France, qui est l'étude KPDP que cite le Centre d'analyse stratégique dans sa note. Cette étude KPDP qui vise à vérifier si quand on intervient des interventions très soutenues auprès de jeunes femmes très jeunes avec un niveau d'études faible et des ressources aussi très faibles, est-ce que lorsqu'on intervient d'une certaine façon ou est-ce qu'elles sont un groupe témoin avec les interventions habituelles, qu'est-ce qu'il en est du devenir des enfants à 2 ans, de la dépression maternelle, etc. etc. Alors nous avons rencontré une jeune femme qui nous a expliqué là-bas que il n'y avait pas de possibilité de sortir de la procédure du programme, puisque pour que le programme puisse être évalué, il fallait l'appliquer à la lettre. Ce qui veut dire que lorsqu'elle rencontrait une jeune mère, elle ne pouvait pas, même si elle estimait que c'est ça qu'il aurait fallu faire, lui proposer une visite un petit peu plus tardive ou un petit peu plus précoce dans le cadre des visites à domicile qu'elle devait faire. Lui proposer un groupe de parole avec d'autres parents, parce que ça n'était pas prévu dans le programme. Et qu'à partir de là, si elle voulait lui proposer autre chose, elle sortait du programme et donc elle ne bénéficiait plus des moyens de ce programme. Je vous assure que je n'invente rien. Je n'invente rien. Et encore une fois, que s'agit-il au travers de ces programmes? Je suis bien
lorsque ce projet KPDP a été présenté en France en 2005, c'était juste avant l'affaire d'expertise INSERM. L'intitulé du programme, c'était « Comportement agressif de la petite enfance, réduction des risques et promotion de la résilience ». On était, encore une fois, sur la question de l'agressivité des petits-enfants et des risques de délinquance, et ça se réfère à une étude Elmira aux États-Unis qui a prouvé un certain nombre de choses, que quand on s'occupait de gens dans des milieux très défavorisés, parfois ça produisait des résultats. Ce que nous ne pouvons pas nier, parce que travaillant moi-même en protection maternelle et infantile, c'est le quotidien que nous connaissons. Si on s'occupe des gens, ils vont plutôt mieux. Et aujourd'hui, cette étude s'appelle autrement « Compétences parentales et attachement dans la petite enfance », mais c'est exactement le même protocole d'étude. C'est-à-dire qu'elle a changé d'intitulé, mais on est exactement sur les mêmes présupposés et sur les mêmes choses. Donc, nous, encore une fois, si on donne les moyens, il faut quand même se demander pourquoi au même moment où on est en train de casser la santé scolaire, de tuer les RASED, de foutre en l'air la protection maternelle et infantile, de démolir les CMP et les CNPP, les outils de substitution et l'école. Les outils de substitution qu'on nous propose sont ces types de programmes. Alors encore une fois, dont certains vont peut-être se saisir à bon escient, bien entendu, et encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser des personnes qui souhaiteraient travailler, mais en tout cas, et c'est pareil si vous regardez ce que nous écrivons sur le programme Les Amis de Zipi dans le manifeste, vous le verrez, il y a un débat d'ailleurs avec Tim Grissen dans le livre, hein, c'est que ce sont des programmes qui donnent l'illusion qu'on va prévenir sur les difficultés psychologiques, là où tout simplement on va faire ce qu'on a toujours fait mais d'une autre façon, et là on va le faire de façon plus moderne, de l'éducation civique, du travail sur les conduites des enfants, toutes choses qui sont parfaitement légitimes par ailleurs, mais qu'on nous vend comme de la promotion de la santé mentale, et là il y a une maldonne avec laquelle, voilà, il y a une entourloupe à laquelle nous ne souhaitons pas souscrire. Il y a un vrai débat là de fond là-dessus. On est en train de casser tous les systèmes d'aide psychologique spécialisés aux enfants et en même temps pédagogiques, et on nous vend des programmes pour la promotion de la santé mentale. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire sur le fait de casser tous ces systèmes, et effectivement, j'ai beaucoup bagarré pour essayer d'empêcher ce genre de choses, mais vous avez tort de dire qu'on nous propose à la place des programmes. Le bouquin de Jacques Fortin, il est sorti en 2002, personne ne le connaît, il n'a jamais été promu au sein de l'éducation nationale. Voilà, faut pas tout confondre. Hein. Voilà, il n'a jamais été défendu par l'éducation nationale comme proposition alternative. Il était écrit bien avant qu'on casse tous ces systèmes, et il n'a jamais réussi au sein de l'éducation nationale à faire passer ce programme. Oui, mais vous avez raison. On n'est pas du tout en train de dire aux uns et aux autres qu'il y a un grand comme ça, il y a une grande directive qui va importer sur l'ensemble des écoles ceci ou cela. Non, pas du tout. Mais simplement, il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas de zéro de conduite. On se retrouve à avoir des remontées d'informations du terrain, et qu'on est sans arrêt avec des choses qui remontent, un coup dans tel département, un coup dans tel autre, un coup dans telle région, un coup dans telle académie. Et que vous avez par exemple le programme Promat, qui a tenté de s'installer dans un arrondissement parisien et dans deux villes de banlieue, qui a été freiné par d'un côté l'école a freiné, de l'autre côté les parents d'élèves. Vous voyez, Promat. En cours d'installation. Non, il ne s'est pas installé. Il n'a pas été expérimenté à Paris, il a été expérimenté dans 3 écoles de banlieue. Parce que l'établissement parisien n'a pas voulu. Hein. C'était dans une école primaire à Paris? Oui, dans le 18e arrondissement. Il y a comme ça, c'est ça qu'on est en train de dire. Hein. On n'est pas encore dans une situation où l'éducation nationale va décréter